J'ai monté un tout nouveau PC gaming qui est puissant, bien refroidi et surtout c'est un PC qui s'intègre parfaitement dans tout style d'intérieur. Vous le savez, j'aime les objets tech qui sont beaux et performants, que ce soit pour le gaming ou la création. Et NZXT est une des rares marques orientées PC qui confectionne des boîtiers et des périphériques dans un style minimal, tout en conservant cette touche gaming. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette nouvelle machine en vous expliquant pourquoi j'ai choisi tel et tel composant. Dedans, il y a du PNY et du Intel. De plus, je vous ai concocté un retour d'expérience sur mes anciens périphériques NZXT que j'ai eu il y a 1 an. Est-ce que ça vaut encore le coup de mettre de l'argent pour attaquer 2024 pour un combo clavier, souris et écran de la marque NZXT? Et histoire de ne pas faire les choses à moitié, je vais aussi vous partager mon avis sur la solution audio appelée Relais, avec des enceintes, un caisson de basse et un support de casque intelligent, avec un petit truc magique qui devrait vous plaire. C'est une longue vidéo qui m'a demandé pas mal de temps au niveau de l'analyse pour ces 3 marques. J'ai tout analysé, synthétisé et j'ai également chapitré le tout sur la timeline de cette vidéo, afin que vous ayez toutes les informations essentielles ou juste ce qui vous intéresse, de manière à faire votre choix dans le futur. Si vous aimez ce genre de format et si vous souhaitez avoir un autre épisode similaire avec une autre marque, lâchez votre réponse en commentaire et n'oubliez pas de me laisser un petit like pour me soutenir. Je suis le Capitaine Groschard. Et il est temps de vous dévoiler mon retour d'expérience sur NZXT, PNY et Intel. Le nouveau PC gaming que j'ai est une petite bombe, aussi bien dans l'apparence que dans sa puissance. Et on va commencer par le boîtier H6 Flow RGB. C'est un boîtier au look minimal, avec un form factor asymétrique qui permet d'obtenir un excellent airflow tout en laissant une place généreuse pour laisser respirer les composants. Pour moi, ce boîtier, c'est le parfait mélange entre son grand frère, le H9 Flow, qui est aujourd'hui le plus grand boîtier de la marque, connu pour son airflow efficace et surtout son espace intérieur, et le boîtier H5 pour son côté compact en moyen ATX et également sa beauté. Dans cette case, on peut y loger un gros water cooling, un gros GPU, même une 4090, et si vous aimez personnaliser le tout avec des figurines, eh bien il y a de la place pour mettre un gros chat ou bien un gunpla. Et ça, c'est juste parce que les designers ont déporté la partie alimentation sur le côté. On appelle ça aussi boîtier à double chambre. L'air arrive par le bas ainsi que sur le côté afin d'être expulsé sur le haut et sur l'arrière. Comme vous pouvez le voir au repos dans une pièce à 20 degrés avec les ventilateurs cadencés en mode standard, c'est juste parfait. Et en jeu, je suis plus que ravi. Les températures CPU et GPU sont excellentes, et même sur Cyberpunk, qui est un jeu connu pour consommer masse de ressources, ça reste efficace. Niveau décibels, j'ai fait la prise de son depuis ma chaise de bureau, et franchement, vu le nombre de ventilateurs, que ce soit pour de la bureautique ou pour du gaming, je m'attendais à plus de bruit. Point très positif, le fait d'avoir des portées LALIM sur le côté, ça permet d'avoir un bel espace pour gérer son cable management au niveau de l'alimentation. Donc même si on est nul, il n'y a pas de panique, il y a assez de place pour fermer son boîtier après. D'ailleurs, monsieur Jekfio, si tu regardes cette vidéo, est-ce que ça te dirait de faire une collab pour faire un tuto comment faire un bon cable management dans sa tour, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur? Si tu es d'accord, réponds pizza en commentaire. Je ferme la parenthèse. Autre point positif, c'est l'accès au port pour y brancher des périphériques. Ici, tout est placé sur le bas et à portée de main, et aucun câble pend depuis le haut de la tour.
Par contre, ce boîtier a un petit défaut. Les ventilateurs du bas pour absorber l'air et le ventilateur arrière pour extraire l'air ne sont pas fournis avec le H6 Flow RGB. Ça peut fonctionner sans, mais pour avoir un bon airflow optimal, je vous recommande fortement de prendre ces 3 ventilateurs. Et je trouve ça fort dommage parce que ça fait grimper la petite note. Donc ouais, ce serait cool d'avoir des ventilateurs, même sans RGB, afin d'avoir un bon airflow lorsqu'on reçoit son H6 Flow. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez prendre ces ventilateurs, je vous ai mis dans la description les liens Amazon. Autre information importante, si vous souhaitez contrôler l'éclairage RGB, il faut connecter les ventilateurs sur une petite console afin que le tout soit géré depuis l'application nommée Cam. C'est un peu dommage d'utiliser un boîtier propriétaire, mais bon, ça fonctionne bien. Et pour conclure avec ce boîtier, oui, je le recommande. On est sur une belle construction, avec du verre trempé, les finitions sont au top, à l'image de la marque. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le cable management, comme dit, pas de panique, il y a largement de la place. Après les scratchs, j'ai envie de dire, ça dépanne, mais utilisez plutôt du Rilsan. Et puis il faut dire la vérité, ce boîtier, il embourgeoise. Ça fait petite cabine élégante quand c'est éteint, et une fois allumé, on est dans le gaming. D'ailleurs, je vous propose qu'on parle maintenant de la carte mère, la N7 Z790. Sur le plan apparence, comme d'habitude, chez NZXT, on fait dans le minimal. On ne voit pas les circuits imprimés et aussi, elle n'en met pas plein à la vue, de manière à ce que chaque composant puisse avoir leur prestance. On note 3 emplacements NVMe. Moi, j'y ai placé un SSD de chez Pinway, le 2140 de 1 Teraoctet, avec une lecture de 3.6 et une écriture de 3,2 Gigaoctets. C'est amplement suffisant pour des jeux vidéo. Après, on peut aussi y connecter des disques durs ou encore des SSD classiques. Niveau port et outils, on est bien servi, on a du Clear CMOS, de l'antenne pour améliorer la captation du Wi-Fi, un port HDMI, ça c'est pratique si jamais on n'a pas encore reçu son GPU, on peut déjà commencer à configurer son BIOS. Bref, du beau monde. Côté BIOS, on a plusieurs outils, mais moi ce qui m'intéressait principalement, c'était le profil XMP 3.0 et le Secure Boot pour certains jeux comme Valorant. Après, il y a du Fast Boost et encore plein d'autres outils que vous pouvez configurer, mais dans mon cas, je n'en ai pas eu l'utilité. Côté RAM, on peut y loger jusqu'à 4 barrettes de RAM DDR5 pour une quantité max de 192 gigaoctets. PNY m'a envoyé un super set de leur filiale Gaming Accelerate, ce sont les Mako en 2x16 Go, soit 32 Go cadencés à 6000 MHz, avec bien entendu la prise en charge du XMP3 et également du Expo de chez AMD. Attention, si vous prenez ces barrettes de RAM de chez PNY, il n'y a pas de logiciel officiel pour contrôler l'éclairage RGB. Il faudra passer par une application tierce, comme Signal RGB par exemple, de manière à pouvoir attribuer de la couleur. Attention tout de même, si vous utilisez justement Signal RGB ou une autre application tierce, pensez à bien activer et désactiver les éléments de manière à ne pas créer un conflit au niveau de l'éclairage. Sinon, petite info intéressante, c'est la première fois que je teste de la DDR5 et j'ai comparé ça avec mon set de DDR4 qui était un set de 4x8 soit 32 Go cadencé à 3200 MHz. Et là, avec ma DDR5, sur certains jeux, j'ai carrément gagné entre 5 voire 10 FPS. Comme quoi la haute fréquence sur de la RAM, ça peut influencer les FPS. D'ailleurs, ces 32 Go DDR5 en 2x16 sont dispo à partir de 119 €. Et si vous voulez le RGB, et en fonction de la fréquence que vous souhaitez, c'est à partir de 130 €. En parlant de FPS, la carte graphique qui est dans ce PC, c'est la GeForce RTX 4070 Ti, s'il vous plaît, mais dans sa version blanche appelée Verto White par PNY. Ici, place à l'élégance, PNY a décidé de ne pas inclure l'éclairage RGB, il y a uniquement le logo qui est éclairé en blanc, perso je trouve ça hyper élégant. Côté technique, on part sur 12 Go de mémoire vidéo avec une horloge principale à 2310 MHz et une horloge boost à 2610 MHz. C'est largement suffisant pour de la Full HD ou de la 2K, on peut même faire tourner des jeux en 4K, mais dans mon cas, je suis sur un écran Full HD 240 Hz car c'est celui que j'ai reçu il y a un an et que j'utilise en ce moment. Vous allez voir, quand on parlera de FPS, sur un écran Full HD, la 4070 Ti, c'est un peu... La puissance. Côté processeur, c'est le i7 14700K par Intel. On est sur un refresh de la gamme Raptor Lake. Alors attention, ce processeur, c'est une petite bombe. C'est un processeur qui est doté de 20 cœurs. On a 8 cœurs performance et cette fois-ci 12 cœurs efficients, soit 4 de plus comparé à la version 13700K. Et au niveau des threads, on est sur 28. Concernant la fréquence, ça commence à 3,4 GHz. Et la fréquence boost, elle peut monter jusqu'à 5,6 GHz. What? Combiner ce CPU avec le GPU et la RAM, on a droit à un bon cocktail bien équilibré. De ce fait, comme je l'ai dit avant, j'ai beaucoup de marge que ce soit sur Valorant, Cyberpunk, Apex Legends ou encore d'autres jeux. Définitivement, pour faire tourner des jeux avec une définition en Full HD, c'est amplement suffisant. Et ce qui est cool, c'est que j'en aurai même pour plusieurs années. Pour les curieux, j'ai aussi testé sur Geekbench, et oui, on est bien que ce soit dans la partie CPU ou GPU, pareil pour FutureMark, c'est un réel plaisir de voir ce score, sachant que je ne me suis pas amusé à overclocker le PC, là on est vraiment en mode standard. Par contre, pour Cinebench, pendant
mon test, certains cœurs sont carrément montés à 100 degrés. Alors pas tous, hein. Je pensais que c'était ma patte thermique au départ, mais en fait non, c'est vraiment que quand le processeur est sollicité à 100% sur des moteurs de rendu par exemple. Du coup, je me suis amusé aussi à regarder des tests de chez PAX et de monsieur Discover ID, et pareil, même discours, ça monte à 100 degrés. Alors rassurez-vous, dans les jeux vidéo, même les plus gourmands, vous n'atteindrez jamais cette température, et sur des logiciels de création comme Photoshop, Illustrator, After Effects ou autres, je ne suis pas monté à plus de 100 degrés. Ça reste stable, et je n'ai pas vu quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Mon conseil est le suivant. Si vous souhaitez upgrade votre machine avec ce processeur, pensez à prendre un boîtier bien ventilé et un bon water cooling. Vous pouvez prendre du Ventirad, mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant de partir sur un kit all-in-one ou carrément un water cooling custom. D'ailleurs, en parlant de water cooling, le Kraken Elite 360 RGB est vendu avec 3 ventilateurs F120 RGB de 120 mm avec une vitesse entre 500 et 1800 tours par minute. Bien sûr, il y a aussi la pompe et son radiateur. Et sachez que c'est aujourd'hui mon 3e ou mon 4e Kraken que j'ai et je suis toujours autant satisfait par cette gamme-là. Ça fait bien le taf sur le 14700K. Il est beau et surtout, il a un écran en forme de cercle que j'apprécie fortement. Alors là, il y a des gens en mode gneugneux qui vont faire « Ouais, mais ça sert à rien, c'est gadget et tout. » Frérot, c'est comme dans la vraie vie. Et je l'ai déjà dit auparavant, quand tu vas t'acheter ta paire de sneakers, tu vas quand même choisir les couleurs histoire que ça matche avec ton minois. Bah là, c'est pareil. Si déjà t'as de l'éclairage RGB, si déjà t'as une vitre, fais-en quelque chose de chouette. Et si en plus t'as l'opportunité d'avoir un bon refroidissement et que tu peux pimper son image, let's go. Pour moi, c'est l'un des plus beaux water cooling sur le marché aujourd'hui. Et en plus, là, c'est clairement de la frime. Ils sont amusés à faire un écran en 60 Hz. What? Du coup, si vous avez des gifs animés ou des vidéos en MP4 qui sont tournées en 60 images par seconde avec une animation épique, bah là, ça sera hyper fluide dans votre tour. Et pour les petits curieux qui se demandent d'où viennent les câbles tressés, eh bien c'est un set que j'ai trouvé sur Amazon à bas prix. Je vous ai mis le lien dans la description. Allez faire un petit tour. On va attaquer maintenant le chapitre sur les anciens périphériques de chez NZXT, à savoir la souris, le clavier, l'écran et même le tapis de souris. Est-ce que c'est encore intéressant d'investir dedans pour attaquer 2024? Je vais être cash et honnête avec vous et on va commencer par la souris Lift. C'est une souris filaire de 67 grammes avec un capteur PixArt 3389, 16K de DPI et un polling rate de 1000 Hz. C'est un ancien capteur maintenant, cependant il fait toujours le taf. Même si aujourd'hui on est sur des souris avec du 4K en polling rate, sur le plan technique et réactivité, je n'ai rien à dire, c'est toujours aussi efficace. Son form factor ambidextre est un plaisir à prendre en main, et la détection de celle-ci, lorsqu'on la soulève légèrement, est toujours opérationnelle jusqu'à 3 mm environ. Niveau glisse, c'est propre, avec ses patins en téflon, le câble tressé est souple et ne gêne pas lors des mouvements, même s'il y a toujours cette petite retenue psychologique qui fait que... le filaire, j'ai pas envie de tout embarquer. Du coup, est-ce que c'est intéressant d'en acheter une aujourd'hui? Eh bien pour 50 €, oui, car la construction est mine de rien de bonne facture, elle tient bien en main, elle ne craque pas, ne présente pas de défauts esthétiques, l'éclairage RGB est discret et ça fonctionne parfaitement avec le logiciel Cam. Pour le tapis de souris, ou plutôt mon deskpad, le MXP 700, c'est celui qui est sur le setup 90% du temps. Il a un peu souffert, mais la couture est toujours aussi propre. Il est un peu moins blanc également, mais avec un peu de savon, j'arrive à garder son éclat. Pourquoi c'est mon tapis favori? Juste parce qu'il est lisse, mais avec une très légère texture qui me permet d'avoir du contrôle lorsque je vise. Est-ce que c'est le meilleur tapis du monde? J'ai envie de dire non. En fait, ça dépend vraiment de votre style de jeu, votre manière de jouer. Maintenant, je ne pourrais pas vous dire si c'est mieux qu'un tapis de verre ou autre, parce que je n'ai jamais essayé ça, mais en tout cas, ça fait le taf. Le modèle que j'ai fait 720 par 300 mm, avec une épaisseur de 3 mm, mais si vous voulez un plus grand tapis, il y a une version XL qui fait 900 par 350 mm, et aussi avec une épaisseur de 3 mm. Concernant le clavier, c'est le Function Mini TKL. Alors c'est un clavier compact filaire avec du RGB et plein de modes sympas. La disposition des touches est intéressante et je trouve toujours aussi pratique les commandes qui sont situées sur le côté, à savoir le contrôle du volume, le mute, verrouillage de la touche Windows et le paramétrage de l'éclairage RGB au niveau de l'intensité. Sa particularité, c'est qu'il est hot swap et full programmable et il est fourni avec des outils pour retirer les keycaps et les switches. Ça c'est parfait parce que ça permet d'avoir une longue durée de vie pour son clavier si demain il y a une touche qui est flinguée. Je vous ai d'ailleurs promis dans une vidéo que j'allais customiser ce clavier. J'ai voulu le faire pour cette vidéo, mais malheureusement, à ma grande surprise, ce n'est pas possible, parce qu'il y a de la colle, et je n'ai pas réussi à retirer ça. Donc au final, la seule personnalisation qu'on peut faire de manière safe, c'est de changer les switches, de lubrifier, ou de changer de keycaps, ce qui est déjà intéressant quand on est débutant dans le milieu du clavier custom, et surtout si on a envie de commencer vraiment en douceur. Maintenant, est-ce que je le recommande pour 2024? Comme pour la souris, si vous voulez rester dans l'écosystème NZXT, j'ai envie de vous dire oui. Si vous aimez son look épuré, c'est ok. Si vous cherchez un clavier gaming avec des perfs type polling rate à 1000 Hz, anti-ghosting et éclairage RGB pour le fun, c'est ok aussi. Mais ne vous attendez pas à un clavier en aluminium ou avec des matériaux beaucoup plus nobles que le plastique. D'ailleurs, pour info, les keycaps sont en ABS, donc ça a tendance quand même à briller. Après pour le prix, c'est quand même cool, c'est entre 70 et 80 €. Donc dans la finalité, j'ai envie de dire oui, c'est ok. Cependant, j'espère vraiment voir un jour un vrai clavier custom de la marque NZXT.
Maintenant, on va passer à mon chouchou, qui est l'écran, et que j'ai aussi depuis 1 an. C'est le Canva, c'est un modèle en 25 pouces avec une dalle IPS cadencée à 240 Hz. Je l'ai monté sur un bras, pour une simple et bonne raison, c'est que je voulais de la place sur mon setup. Ce n'est pas le bras officiel, mais si jamais vous voulez voir à quoi ressemble le pied, je vous invite à voir ma précédente vidéo. Côté définition, on est sur du Full HD, même si le PC est orienté plus pour du 2K, voire du 4K, moi j'ai fait le choix, pour la partie jeu, de rester sur un Full HD en 240 Hz. Mais aussi, pour une raison principale, qui est la performance, mais sur la longue durée. Au niveau de la luminosité, je n'ai pas eu de perte. L'image est toujours uniforme, merci la dalle IPS. Les angles de vue sont aussi nickel, et j'ai toujours autant de réactivité in-game, avec bien entendu la prise en charge du G-Sync. Après, on n'a pas de noir profond comme un OLED, voire un mini LED, mais honnêtement, sur la partie colorimétrie, ça fait le taf pour du jeu vidéo. Pour moi, le meilleur ratio pour les jeux de type FPS, c'est vraiment le format 24 ou 25 pouces. Meilleure analyse de la situation sur ce format avec une course très réduite pour les yeux quand il s'agit de checker son HUD, pas besoin d'une grosse machine, et si vous avez la chance d'avoir une machine musclée, vous en aurez pour plusieurs années. Et franchement, avoir 240 Hz pour du Valorant ou du Apex ou du CS, c'est un régal. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur pourquoi jouer sur un écran Full HD, je vous invite à regarder la vidéo de Tonton Skinzer qui a traité ce sujet, et je le rejoins sur pas mal de points. Mais après, si vous aimez jouer sur de la 4K en 27 pouces, oui, cet écran n'est pas fait pour vous. Au niveau du prix, pour un écran 25 pouces en 240 Hz, ça pique un petit peu plus que la moyenne, mais n'oubliez pas, quand on achète des produits chez NZXT, on ne paye pas que la construction et la performance, on paye aussi un design, et également son intégration dans l'écosystème qui est CAM. Le chapitre suivant, c'est l'analyse qui m'a le plus surpris. Alors, il y a des défauts aussi forcément, mais sur le plan expérience, ça fait du bien de voir ça dans la sphère du gaming PC. C'est l'audio. NZXT a créé une solution audio qui se nomme Relais. Dans cette gamme, vous pouvez acheter un casque, 2 enceintes, un caisson de basse et un switch. Et on va commencer par le switch qui se nomme Switch Mix, un objet qui est, j'ai envie de dire, tellement sous-coté. Et véridique, après plusieurs jours d'utilisation, j'ai ressenti une absence quand je vais sur mon setup de production qui n'a pas cette fonctionnalité. C'est devenu tellement logique et une habitude que ça me fait bizarre. Sa deuxième fonction, c'est le mixeur. Il permet de gérer le ratio entre le son du jeu et sa voix. Ça, c'est pratique si vous voulez vraiment un bon rapport entre votre voix et le jeu vidéo. Et la troisième fonctionnalité, et je pense que c'est la plus inconnue parce qu'elle n'est indiquée nulle part dans le nom, c'est son DAC. En fait, il a un DAC intégré. DAC, ça veut dire Digital Analog Converter. En gros, c'est le principe de convertir un signal numérique en un signal analogique qui a pour but d'élargir le spectre audio afin d'avoir une meilleure qualité de son. C'est un peu comme une sorte d'overclocking du PC. Là, vous allez overclocker votre son et vous aurez un son qui sera beaucoup plus précis. Ce DAC permet de passer en 24 bits 96 kHz, ce qui par défaut est beaucoup mieux que les casques gaming qui n'ont pas de DAC. En général, les casques gaming peuvent monter jusqu'à 40 kHz, et là on monte jusqu'à 96 000 en 24 bits. Niveau construction, c'est plutôt bien fichu, j'aime beaucoup son design et les petits détails apportés. Niveau installation, c'est hyper simple. Le volume peut être contrôlé via une grosse molette, avec une texture soft touch. C'est agréable, mais sur le long terme, je suis pas fan parce que ça garde des traces de doigts, et en plus c'est un nid à poussière. Et si jamais je veux me mute, il suffit de presser la molette. On peut aussi contrôler le RGB avec CAM. J'apprécie aussi son adhérence et sa stabilité. Et le seul reproche que j'ai à lui donner, et en même temps, physiquement c'est difficile de lui trouver une solution, c'est la gestion du câble quand on doit poser son casque dessus. En fait, ça pend, c'est pas forcément esthétique et ouais, j'ai pas trouvé de solution. Pour le prix, c'est 139 €, ça paraît cher, mais n'oubliez pas que c'est pas juste une seule fonction. C'est pas juste on-off pour le son entre les enceintes et le casque. C'est aussi un DAC et il y a aussi une fonction de mix. Mais le plus important en vrai, c'est le DAC. Et on va passer maintenant sur le casque qui se nomme tout simplement Relais. C'est également une belle surprise, design minimal avec une belle construction, il est agréable à porter sur le crâne, attention tout de même, il peut peut-être un petit peu serrer si vous avez une très grosse tête. Les coussinets sont moelleux, que ce soit sur le haut ou sur les oreilles. On a sur le cordon un contrôleur de volume et un système pour couper sa voix, le tout dans un design minimal, et il y a même une petite pince pour l'accrocher sur sa chemise par exemple. Et le micro, il est orientable avec mine de rien une bonne qualité audio. Alors là, le son que vous entendez, c'est le son du micro-casque, c'est plutôt agréable, même s'il y a un peu de souffle, un peu de reverb. Par contre, si je vous parle comme ça, je vous pète les oreilles. Ça, c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas de limiteur dans le micro-casque, ni même de compresseur. Pour la partie son, c'est certifié Hi-Res, avec une option pour simuler un son 3D avec le DTS. Perso, je l'ai testé, mais comme d'habitude, je suis pas fan de la simulation en 7.1. Sinon, pour la signature sonore, par défaut, on a un son plutôt bien équilibré. Pour 79 € sur Amazon, en vrai, il s'en sort très bien. Et encore plus si vous utilisez le Switch Mix avec son DAC intégré. Maintenant, je vais vous parler d'un autre élément qui est le micro et de son bras. C'est le Capsule Mini et le Boom Arc Mini. La captation de la voix avec ce micro est vraiment très intéressante. Ma voix a beaucoup plus de caractère.
elle s'impose beaucoup plus. Ça fait très effet podcast aussi. Le seul problème, c'est que le logiciel Cam ne détecte pas ce micro, parce qu'en fait, il n'est pas du tout intégré dedans. En vrai, si on a accès à d'autres outils pour justement retravailler sa voix directement depuis Cam, il y a moyen de faire des choses très intéressantes. Ne serait-ce que juste ajouter des profils, ça permettrait d'ajouter beaucoup plus de peps pendant nos streams. Cependant, il y a un bémol, c'est qu'on ne peut pas contrôler la sensibilité de sa voix. En fait, la molette, elle sert uniquement à gérer son casque si on le branche dessus et à se mute. C'est tout. Concernant la construction, comme il est tout petit et que toute sa structure est faite de plastique, il est très léger et on a l'impression de tenir un jouet. Si jamais vous prenez ce micro, sachez qu'au niveau de la voix, c'est ok, mais au niveau de la construction, c'est peut-être un peu léger. Pour le Boom Arc Mini, je suis fan de son format qui est court et que je trouve idéal pour les petits bureaux. Par contre, la construction, ça grince pas mal et même en ayant ajusté la résistance sur les différents points d'articulation, les mouvements ne sont pas forcément hyper fluides de mon côté. Je ne sais pas si c'est un modèle qui est défectueux, du coup je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin. Au niveau du prix, il faut débourser la somme de 63 € pour le micro et 69 € pour le bras. Comme je suis pas trop fan du bras, je ne peux pas forcément vous le recommander. Par contre le micro, si vous l'aimez et si vous aimez l'environnement NZXT, allez-y. Et maintenant on va finir en beauté ce test. Je vais vous parler du combo enceinte plus caisson de basse de la gamme Relais. Là c'est le pompon. Déjà le design est hyper minimal et élégant. Je déconne zéro, l'embourgeoisement est présent, c'est élégant et ça fonctionne même dans un environnement gaming. J'aime son form factor avec ses bordures arrondies, sa construction est faite en MDF, sa texture est très douce, on est clairement sur un produit premium avec une puissance de 80 watts pour ces petites enceintes. C'est fait avec des dômes de soie et un woofer en fibre de verre. Comparé au casque, là, le spectre audio, il explose tout. C'est nettement plus riche. En plus, si on ne veut pas passer par le switch mix, on a du RCA, ça veut dire que ce n'est pas propriétaire pour le coup. Là, ils ont ouvert les vannes de manière à pouvoir utiliser une carte externe. Et cette clarté de son, elle est vraiment plaisante. C'est précis, que ce soit à bas ou à très haut volume. Mais à très haut volume, par contre, attention si vous avez des voisins. Si vous voulez vraiment profiter dans son intégralité ce que sont capables d'offrir ces enceintes, prenez le caisson de basse vraiment. Car là, vous aurez vraiment un son avec beaucoup plus de caractère. Il est beaucoup plus imposant forcément, avec une puissance de 140 watts. On a des commandes sur l'arrière, et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il n'y a pas de distorsion de vibration. Franchement, j'ai absolument rien à reprocher à ces deux périphériques. Ça prend pas de place, c'est puissant, c'est précis, c'est beau. Il a quand même un gros point faible. Et je pense que ça va faire mal, c'est le prix. Les enceintes sur Amazon sont à 238 € et pour le caisson de basse, ça pique aussi, c'est 169 €, soit un total d'environ 400 € en fonction de la variation des prix. Sans parler du switch mix, si vous voulez profiter du DAC et de la fonction magique, ouais, ça fait mal. Maintenant, si on doit comparer ces enceintes avec le caisson de basse, face à la concurrence gaming, c'est colossal. Et en fait, dans notre cas, on rentre même dans une autre catégorie qui est la catégorie des amoureux de la musique. Donc tout ce qui est son professionnel. Et en réalité, dans le milieu du son professionnel, 400 €, c'est rien du tout. Pour nous gamers, c'est sûr que c'est une énorme somme pour du son, mais 400 € dans le milieu de la musique, dans le milieu du son professionnel, ça va encore. En vrai, ça peut monter à des milliers d'euros. Si jamais vous voulez vous faire un kiff, si vous avez les moyens, allez-y. Mais je ne vous cache pas aussi qu'à ce prix, vous pouvez avoir accès à d'autres solutions audio pour le coup, issues du milieu professionnel. Si vous voulez vraiment avoir l'écosystème NZXT, pour le coup, ces enceintes-là sont prises en charge par Cam et vous n'aurez pas ça justement avec des solutions audio tierces. Et avant de clôturer cette vidéo, si vous souhaitez maintenant diffuser votre Nintendo Switch sur Twitch ou tout autre objet qui accepte du HDMI, il y a cette petite carte qui se nomme le Signal et c'est la version Full HD en 60 fps. Il existe une version 4K, mais pour de la diffusion sur Twitch, cette version-là est amplement suffisante. Sur le papier, ça fonctionne sans souci avec n'importe quelle app de stream. On peut même jouer et record ses games sans décalage avec la fonctionnalité Pass-Through. Autre élément que je trouve intéressant, c'est au niveau de son form factor. C'est élégant comme d'habitude, mais surtout, c'est tout petit et ça peut tenir dans une poche. Et au niveau de son prix, en vrai, c'est vraiment cool, c'est que 69 € sur Amazon. Pour clôturer cette grosse vidéo, je suis super content d'avoir pu tester NZXT dans sa totalité. On est sur une marque qui se veut beau, élégant et performant, on est presque dans un délire de lifestyle, mais en fait cette marque a réussi à ne pas mettre de côté l'aspect gaming. Du coup, ça en fait d'elle pour le moment la meilleure marque dans cet esprit, car ils sont les seuls aujourd'hui à proposer ce type de style à travers une grosse variété de produits. Je suis aussi très content d'avoir pu tester la 4070 et la RAM DDR5 de chez PNY Accelerate. Comme d'hab, c'est qualitatif et performant. Ça fait des années maintenant qu'ils me soutiennent et je n'ai jamais été déçu de leurs produits. La carte est véloce, la RAM également, et comme je suis sur un écran en Full HD, j'en aurai pour plusieurs années. Et également un grand merci au mastodonte Intel pour son i7 14700K. Encore une fois, c'est un processeur que je recommande pour ceux qui souhaitent faire du gaming et aussi de la création. Pensez juste à prendre une tour avec un bon airflow, comme le H6 Flow RGB par exemple, et surtout un bon water cooling.
On était sur une collaboration commerciale, mais comme vous l'avez vu, je reste fidèle à ma ligne éditoriale. Si jamais il y a un point qui me chiffonne, je vous en fais part. Si jamais vous souhaitez un épisode 2, n'hésitez pas à me le faire savoir encore une fois en commentaire, et laissez-moi un petit like pour m'encourager. Et si jamais vous aimez les gunpla comme dans cette tour, je vous invite à me suivre dans ma nouvelle chaîne secondaire qui s'appelle Captain Gros Chat 2. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous!